Donc, le travail que je présente ici aujourd'hui est fait en collaboration avec mon directeur de thèse, Frédéric Grogna, qui est là, et ma directrice de thèse, Shuza Touzo, qui est également là aujourd'hui, en partenariat avec INRIA et INRAI. Pour commencer la présentation, je vais d'abord un peu vous parler de mon parcours. Alors, je suis passionnée des mathématiques et c'est la raison pour laquelle j'ai fait un parcours en mathématiques normalement et j'ai eu un master en mathématiques appliquées en 2017 à l'université de Douala au Cameroun. Et depuis octobre 2019, j'ai débuté la thèse à INRIA et donc je suis en début de 3e année actuellement. Pour continuer, j'aime transmettre ce que j'apprends et c'est la raison pour laquelle, en parallèle, je fais également l'enseignement donc depuis 2017 que j'ai commencé au Cameroun et que je continue avec ma thèse actuellement ici à Polytech et bien évidemment à l'Université Côte d'Azur de façon globale. Et aussi, j'aime pas juste apprendre ou j'aime pas juste partager, j'aime également attirer les autres vers les mathématiques. C'est la raison pour laquelle j'aime vulgariser les maths et je profite justement de temps libre ou d'une partie de mon temps pendant la thèse pour partager les maths sur ma chaîne YouTube qui compte aujourd'hui pratiquement 13 000 abonnés et qui s'appelle Maths pour tous. Alors, revenons au sujet. Tout le monde boit le café, ou presque tout le monde. Déjà parce que le café, c'est une boisson qui est essentiellement consommée, comme on peut le voir, et qui est une boisson énergisante. De notre côté, le café est utilisé par exemple dans la production de la caféine, qui est utilisée pour les médicaments. Mais bien évidemment, on peut aussi utiliser les marques de café pour la cosmétique. Le café, avec une consommation excessive, comme toute autre chose, peut avoir des effets néfastes sur la santé. Alors, il y a une journée dédiée spécialement pour boire le café, qui est le 1er octobre. Donc, cette journée-là, vous pouvez en profiter. Donc, pour continuer, on va parler déjà de ce que le café représente. Comme j'ai dit tout à l'heure, on boit le café, mais aussi, le café représente un marché important. Et en 2020, par exemple, le marché du café a été évalué à 465,9 milliards de dollars. Mais aussi, il y a le café avec sa consommation et la production par an. Durant l'année 2020 à 2021, il y a une production, la consommation du café a été évaluée à 9,98 milliards de kilogrammes et les prix du café varient. Dans la culture du café, il y a essentiellement 2 espèces. Il y a Arabica et Robusta et dépendant de l'espèce, on a le prix des Arabica par exemple qui est 3,5 $ par kilogramme et celui de Robusta qui est à 1,6 $ par kilogramme. Le café représente aujourd'hui le quatrième commerce au niveau mondial dans le domaine de l'agriculture. Et dépendant des pays, on a un peu un classement des consommateurs du café dans le monde. Et parmi ces consommateurs, on a la Finlande qui est en première position avec une consommation de 12 kg par an et par habitant, qui représente pratiquement 1500 tasses de café. Et en 6e position, on a la Belgique avec une consommation de pratiquement 850 tasses par an par habitant. Et la France vient en 18e position avec la consommation de 691 tasses par an par habitant. Il y a le Cameroun que j'ai mis parce que je viens de là et il y a une consommation pas du tout, pas dans le classement et bien évidemment parce qu'on ne consomme pratiquement pas et il y a une moyenne de 8 tasses par an par habitant. Pour continuer, il y a une recommandation au niveau de la consommation, même si vous aimez bien le café, il ne faut pas excéder, comme j'ai précisé précédemment, il ne faut pas déborder 4 tasses par jour. Dans le café, il y a un peu des cafés excessifs et on va prendre le cas du café Kofi Luwak. Kofi Luwak, en fait, c'est un café qui vient des sels d'une civette qui représente le café le plus cher au monde. Comme j'ai présenté précédemment, le prix des Arabica qui n'atteint même pas 5 $, mais pourtant, le prix du café Kofi Luwak est à 100 $ par kilogramme. Et oui, c'est convoité parce qu'il y a la civette qui représente tout pour cette production de ce café-là. Avant de continuer, je vais un peu vous parler de mon histoire avec le café. Je suis née au Cameroun, en Afrique, et plus précisément dans les pays Bamileke, qui est une partie de l'ouest du Cameroun, et dans une petite ville qui s'appelle Bouda. Alors,
c'est une ville où on peut dire qu'on vit essentiellement de l'agriculture et de l'élevage. Et donc, ça c'est moi avec un pied de caféier à côté. Et pour continuer, je vais préciser justement que le café représente un commerce important pour le Cameroun et pour moi en particulier parce qu'avec ce café ou avec cette culture-là, mes parents ont payé mon éducation. Et pour continuer aussi, dû au fait que j'ai grandi dans cette culture, ça m'a permis d'avoir des connaissances basiques et de toucher du terrain l'évolution ou la croissance du café de façon générale. Donc, c'est quoi exactement un caféier? Parce que quand on parle du café, il y a la boisson, mais de l'autre côté, il y a justement ce pied de caféier qui produit le café ou qui produit cette boisson. Le caféier, en fait, c'est une plante pérenne qui vient de la famille des rubacées. Et dépendant des pays, on peut avoir une récolte ou plusieurs récoltes par an. Et je vais prendre le cas du Cameroun. Au Cameroun, on a une saison. On a 2 saisons et c'est pas comme ici où on a l'été et tout. Au Cameroun, on a juste une saison pluvieuse et une saison sèche. La saison pluvieuse qui représente la période de production du café dure généralement 8 mois et la saison sèche dure 4 mois. Et donc, dans ce cas particulier, justement, du Cameroun, on a une récolte par an. Et on peut avoir un pays comme la Côte d'Ivoire, on a un peu une récolte qui est continue et tout ça, c'est dépendant du climat. Pour continuer, le café est important pour plusieurs secteurs et on peut voir ici que le café est cultivé dans presque tous les pays tropicaux, dont là, alors je pense que, voilà, donc dans presque tous les pays tropicaux et c'est un commerce qui est important pour les pays en voie de développement. Mais bien évidemment, c'est parce que c'est un commerce aussi qui permet de vivre pas moins de 25 millions de petits producteurs et leurs familles. Et la production, par exemple, du café en 2020 a été estimée à 10,5 milliards de kilogrammes. Et on a le premier producteur qui est le Brésil, avec une production qui est approximativement égale à 4,14 milliards de kilogrammes de café. On a le Cameroun déjà, comme j'ai précisé précédemment, on ne consomme pas beaucoup le café, mais on produit et on est en 29e position avec une production de pratiquement 16,8 millions de kilogrammes en 2020. Pour continuer, le café est produit, le café est important comme j'ai précisé, mais cependant, il y a beaucoup de maladies qui attaquent le café. Et parmi ces maladies, il y a la rouille orangée qui est la plus grave maladie foliaire connue jusqu'à nos jours. En fait, vous pouvez observer sur cette distribution de la maladie dans le monde que presque tous les pays producteurs du café font face à cette maladie. Et la maladie peut causer une perte des récoltes qui peut aller jusqu'à 80%. Et là, une dernière épidémie qu'on a eue en Amérique centrale, on a eu une perte de pratiquement 70% de la production, mais aussi qui génère des pertes d'emploi parce que comme le café permet d'employer des gens, avec cette épidémie qu'on a eue en Amérique centrale, on a eu une perte de 50% des emplois qui se retrouvent dans le secteur. Et donc vient de là le problème que comment résoudre cette maladie, comment trouver les approches pour essayer d'éliminer cette maladie. Et donc le but justement de ce travail ou du travail de ma thèse de façon générale, c'est de comprendre l'évolution de cette maladie et proposer les méthodes de contrôle adaptées pour pouvoir éliminer la maladie dans la plantation. Et pour faire cela, il faut d'abord comprendre la maladie en soi. Et donc, ici, on présente premièrement comment est-ce que la maladie se manifeste dans la plantation. On débute là. Voici une feuille de caféier qui n'a jamais été attaquée par la maladie. On peut voir la feuille, elle est saine et toute verte. De ce côté, on a une feuille de caféier qui a été attaquée par la maladie et qui est déjà une stade bien évolué. Et là, c'est un pied de caféier avec des graines et des branches de caféier qui n'a jamais été attaqué par la maladie. Et de ce côté, un pied de caféier qui a déjà été attaqué par la maladie. Ce qu'on peut observer avec la feuille attaquée ou le pied de caféier attaqué, c'est que la rouille orangée cause une défoliation prématurée des branches, ça cause également un avortement des fruits et des feuilles et des graines de café, mais aussi le dessèchement des branches. Et donc, pour continuer, on va présenter le cycle
Pardon, le cycle de l'évolution de la maladie. Comme j'ai dit, pour comprendre la maladie, donc on commence par le cycle de l'évolution de la maladie. Comment la maladie se manifeste? Le processus commence là. Donc, la maladie s'appelle rouge orangé, mais de l'autre côté, c'est une maladie qui est causée par le champignon Emilia valtatris. Et les champignons, généralement, utilisent deux modes de reproduction. Il y a la reproduction asexuée et la reproduction sexuée. Dans le cas de ce cycle que je présente ici, le processus débute avec les urodospores, qui est le mode de reproduction asexuée de la maladie. Alors, les urodospores utilisent, que ce soit l'eau, l'homme ou les oiseaux, pour se disperser, que ce soit aussi avec le vent. Lorsque ces urodospores se dispersent, elles vont se déposer sur la partie supérieure de la feuille. Lorsque les conditions sont favorables, c'est-à-dire la présence de la rosée, une bonne température ou de la pluie tout court, les urodospores vont aller pénétrer sur la partie inférieure de la feuille. Et ces pénétrations qui représentent la phase mycélaire, 2 à 3 semaines, ces urodospores vont progresser, ou on va plutôt dire le mycélium va progresser, et 2 à 3 semaines, on va voir les taches jaunes apparaître sur la partie supérieure de la feuille. Ces taches jaunes vont progresser pour produire à nouveau les spores, les urodospores, qui représentent le mode de reproduction asexuée, qui vont reprendre ce cycle à nouveau, ou produire les téliospores, qui représentent le mode de reproduction sexuée, mais qui n'infectent pas les feuilles de caféier et que son hôte n'est pas connu jusqu'à nos jours. En se basant sur ce cycle de la maladie ou ce cycle de champignons, on représente plusieurs états qu'on peut avoir dans une plantation de caféier. Dans la plantation, en fait, on peut avoir les branches de caféier qui ne sont pas malades, c'est-à-dire qu'on a ces branches qui sont toutes vertes. On peut avoir des branches de caféier malades qui sont généralement jaunes, dû au fait que la rouille orangée, elle est jaune. Et on va avoir les urodospores. Alors là, c'est une feuille, mais normalement, les urodospores, c'est tout ce qui est tout jaune là au-dessus. Donc, on va avoir les urodospores dans la plantation. Et on va avoir les baies de café. Ce qu'il faut noter, c'est que lorsqu'une branche est infectée, elle produit des baies qui sont... elle a un impact sur la production, c'est-à-dire sur la forme et aussi sur la qualité des grains de café. Et donc, une branche infectieuse produit des grains qui ne sont pas nettement en forme de la même façon qu'une branche qui n'est pas malade. Et donc, en reprenant cela, on va juste se retrouver dans le fait que dans une plantation de caféier, on a des branches susceptibles que nous avons notées S, les branches infectieuses qu'on a notées I, les urodospores qu'on a noté U et les baies de café qu'on a noté B. Ce qu'il faut noter, comme j'ai précisé précédemment, c'est qu'on peut être dans le cas où on a une production, on a une seule production par an, et c'est le cas de ce qu'on a choisi. Et en revenant dans le cas particulier du Cameroun, on a la saison pluvieuse ou la période de production qu'on a représentée ici, qui dure 8 mois, donc approximativement 250 jours. Et donc, comment se passe ce processus durant la période de la production? On reprend ce cycle avec tous les variables qu'on a notées, dont les branches susceptibles. Durant la saison pluvieuse, le processus commence par la croissance des branches, parce que bien évidemment, qu'on soit en train d'étudier, c'est un modèle qu'on étudie sur un temps, c'est quelque chose qu'on regarde, une évolution au cours du temps. Donc, il y a les branches, il y a la croissance des branches qui se présentent avec ce recrutement-là dans la classe des branches, parce qu'une branche, lorsqu'elle croît ou lorsqu'elle arrive, elle n'est pas encore infectée, donc elle rentre dans la classe des branches qui ne sont pas malades. Et lorsque les urodospores, comme on a dit, que ce soit avec le vent ou les hommes ou les oiseaux, vont se disperser, elles vont aller se déposer sur les feuilles, sur les branches, pardon, les branches qui n'ont jamais été infectées. Et lorsque les conditions sont favorables, la présence de l'eau ou de rosée, ces branches susceptibles vont devenir des branches infectieuses. Lorsque les branches infectieuses vont évoluer, lorsque les taches jaunes qu'on a précisées tout à l'heure, qui sont sur les branches infectieuses, vont évoluer, ça va être la sporulation, donc une production à nouveau, des urodospores. Toutes les branches produisent des baies et la production qui est delta S ici par les branches susceptibles,
est supérieure à la production delta I des branches infectieuses, dû au fait que l'infection réduit la production. Pour continuer, on a la mortalité de toutes les branches, parce que bien évidemment, même s'il n'y a pas de maladie dans la plantation, dû à la température et dû aussi au climat de façon générale, on peut avoir une mortalité naturelle de toutes les branches, qui est appelée MULA, et aussi la mortalité des urodospores, parce que les urodospores, c'est tous les spores, et donc la température également, on peut avoir un dessèchement qui arrive à réduire la viabilité à infecter les branches, et donc on a cette mortalité-là. Et les baies également, bien aussi avec la température, on peut avoir une perte de baies qui n'est pas forcément liée à la maladie. Mais ici, on a la mortalité des branches infectieuses qui est due à la maladie. Pour continuer, on a précisé que dans le cas du Cameroun, on a la saison pluvieuse et la saison sèche. La saison pluvieuse qu'on a représentée là, mais pendant la saison sèche, à la fin de la saison pluvieuse, on a la récolte du café, donc on a la récolte. Et donc pendant la saison sèche, en fait, on suppose, pendant la saison sèche, il n'y a plus de grains de café. Et par contre, étant donné que pendant la saison sèche, on a une croissance réduite des branches, on a tout simplement utilisé un instant de changement où on a une réduction des branches tout court et aussi une réduction des spores. Et durant cet instant qu'on appelait un événement discret, où on a juste un changement d'état de notre étude qu'on fait, on n'a pas de grains de café parce que c'est la saison sèche. Et en représentant ce modèle sur plusieurs années, on se retrouve tout simplement avec un modèle multisaison. Et là, on peut tout simplement observer là, supposons que là, ça c'est la première année où on a fait l'étude, on débute avec l'étude. Ça, c'est la fin où on fait la première récolte. On fait le saut qui représente la saison sèche. Et après, on passe au début de la deuxième année. Et après, on a la récolte et le processus continue sur plusieurs années. Ayant ce modèle, comme on a dit au départ, on a compris le processus de l'évolution de la maladie dans la plantation. Maintenant, quelle est l'approche qu'on utilise pour pouvoir éradiquer la maladie? On fait appel au contrôle. Il y a plusieurs méthodes de contrôle de la rouille du café qui existent déjà. Il y a le contrôle, par exemple, les méthodes culturelles. Il y a l'exemple, celui de la culture du café sous ombrage. Alors, cette méthode a l'air d'une méthode raisonnable, mais la mise en place de la méthode est tout simplement complexe. Juste parce que le café, en fait, c'est une plante qui dure 25 à 30 ans. Lorsqu'on plante un caféier, on a besoin d'attendre 3 ans pour avoir une production. Et une fois qu'on a la production qui débute, cette production peut durer pendant 25 ans. Alors, la culture du café sous ombrage peut être pratique dans le cas où on a juste des petites plantations, c'est-à-dire des personnes qui font des mixages dans la plantation. Mais si on passe à une grande plantation de caféiers, au départ, on a un alignement. C'est-à-dire que si on veut mettre de l'ombrage, c'est mettre des arbres qui sont plus grands que les pieds des caféiers, ça fait appel au fait qu'il faut retirer certains pieds des caféiers. Alors, supposons qu'on est à la 10e année de production de caféiers. En retirant un pied des caféiers, ça entraîne des pertes. Et dont la mise en place de cette méthode est compliquée et a besoin d'une longue durée. Il y a également, au Nicaragua, par exemple, quand il y avait eu la première épidémie de la rouille orangée, ce qu'on faisait, c'est qu'une fois qu'une branche est infectée, on coupe la branche. Or, le problème, c'est que la production du café, comme on a dit, c'est continu et ça prend plusieurs années. Si on se met à couper des branches progressivement, à un moment donné, le pied des caféiers n'aura plus de branches et donc la production également va être réduite. Et donc, voilà pourquoi cette méthode n'est pas celle que nous avons choisie. Donc, si on continue, il y a la mise en place des cultivars résistants. Donc, on veut mettre les espèces de caféiers qui sont résistants à la rouille du café, à la rouille orangée. Mais maintenant, dans le cas de cultivars résistants, on a toujours le même problème sur le fait que si on a déjà un pied des caféiers, si on veut remplacer ce pied des caféiers par un plant résistant, ça fait appel au fait qu'il faut absolument détruire la plantation. Et détruire la plantation, ça revient au même processus du fait que le café a une longue durée de vie. Et donc, on va attendre plusieurs années avant de mettre en place cette méthode. Après, il y a la méthode
où on utilise les fongicides. Cette méthode, en fait, c'est déjà pas écologique pour la nature, mais en plus, lorsqu'on utilise les fongicides, on crée les nouvelles formes de résistance du champignon, et donc par conséquent, on va aussi induire une autre type d'épidémie qui va être différent, mais en plus, étant donné qu'on utilise les fongicides qui ne sont pas bien déjà pour la terre où on cultive les caféiers, mais aussi ça va impacter la consommation, c'était au niveau de la santé en fait. Et on a une dernière approche qui est celle de biocontrôle. Le biocontrôle en fait, c'est l'utilisation des ennemis, du cas qu'on a ici, des ennemis naturels de la rouille ou du champignon qui provoque la rouille. Et on a un exemple du champignon le Canicillium leucani, qui est un hyperparasite du champignon Emilia vatatrice. Alors ici, les hyperparasites, ça veut tout simplement dire que c'est un parasite ou c'est un champignon qui est champignon dans notre champignon, ou du moins c'est un parasite qui consomme un autre parasite. Et donc le champignon leucani qu'on a ici dans le cas de de la rouille du café consomme, ou du moins détruit les spores de la rouille orangée. Et donc, on a choisi cette méthode de biocontrôle et on considère qu'on a un hyperparasite qui peut être un prédateur, du champignon qu'on étudie. Et à partir de là, on reprend le modèle de l'évolution de la maladie qu'on avait déjà dans la plantation. Et à partir de ce modèle, on rajoute son ennemi déjà qui est normalement là, tout simplement son ennemi naturel. Et donc, il a une consommation qui se retrouve là. Donc, le prédateur ou l'hyperparasite qu'on rajoute diminue la quantité des spores qu'on a dans la plantation. Plus encore, le prédateur, c'est aussi tout un champignon, donc il a sa mortalité. Mais notre méthode de contrôle ici, c'est de venir rajouter une nouvelle quantité de prédateurs dans la plantation. C'est-à-dire qu'on sait déjà que le prédateur peut être l'ennemi, mais peut-être qu'on n'a pas une quantité suffisante pour détruire, par exemple, tous les rouilles qu'on a dans la plantation. Alors, on rajoute à chaque moment une quantité lambda P des hyperparasites dans la plantation de café. Et c'est ça qui est notre approche de contrôle. Et cet ajout peut se faire de façon continue ou de façon périodique. Et dans notre approche ici, premièrement, on choisit de rajouter cette quantité de prédateurs au début de l'année. Et c'est-à-dire à cet instant qu'on a là, où l'année débute en fait. Et en utilisant cela, on ajuste ceci. Donc, en mettant les prédateurs dans la plantation, sur le modèle qu'on a présenté de l'évolution de la maladie, on observe tout simplement que le prédateur qu'on rajoute là, et on rajoute une quantité de 3000 par exemple de lambda P qui représente la quantité de prédateurs qu'on rajoute, on va voir une croissance ici des prédateurs. Cette croissance est due simplement au fait que les prédateurs consomment les spores. Et quand ça consomme les spores, il y a une décroissance des spores, mais étant donné qu'il y a toujours une quantité intéressante des spores, le prédateur va consommer et va remonter là. Mais une fois que les spores, ça consomme tous les spores, on va voir les spores qui vont vers 0 et on aura juste une évolution normale des prédateurs vu qu'on rajoute une quantité à chaque moment au début de chaque nouvelle année, parce que là, on a 6 ans. Mais ce qu'on peut observer surtout sur les spores, c'est que la quantité des spores décroît et va vers 0. Et cette quantité qui va vers 0 entraîne également le fait que les branches infectieuses décroît pour aller vers 0. Mais aussi, si les spores vont vers 0 et que toutes les branches infectieuses vont vers 0, ça entraîne simultanément une augmentation considérable des branches qui ne sont pas malades. Et étant donné que la production est entraînée par les branches, ces deux branches, on a tout simplement une production des baies ici. Mais ce qu'on peut observer là, tout près, c'est que l'évolution qu'on a ici en noir, c'est l'évolution de modèle ou c'est l'évolution de la maladie dans la plantation quand on n'a pas de contrôle. Et cette évolution en bleu, c'est l'évolution lorsqu'on a mis le contrôle. Et on peut tout simplement observer en termes de conclusion sur le fait ici que le contrôle en utilisant l'hyperparasite est efficace pour éliminer la maladie. Quand on peut observer cette différence qui est énorme sur la production des baies, des grains de café à la fin de chaque saison.
Maintenant, on a rajouté le prédateur au début de l'année. Mais est-ce que c'est la seule façon de rajouter le prédateur, étant donné qu'on fait une étude qu'on n'a pas les valeurs exactes et où on n'a pas les paramètres exacts du prédateur? On suppose, par exemple, si on rajoute le prédateur une fois par an, ça veut dire qu'on met une quantité là au début de l'année. Mais si on prend cette même quantité et qu'on se dit, bon, on ne va pas rajouter toute la quantité au début de l'année et qu'on divise la quantité en deux, alors on aura ceci. Donc, on va rajouter une moitié au début de l'année et au milieu de l'année, on va rajouter cette deuxième moitié. Mais encore, si on continue de diviser, si on distribue différemment, par exemple, si on veut rajouter cette même quantité 5 fois par an, on va diviser la quantité fixe, lambda P des prédateurs qu'on a au début de l'année. On va rajouter une première quantité, tout simplement au début de l'année, une deuxième là, ainsi de suite, qu'on va rajouter 5 fois. Mais, étant donné qu'on parle de l'ajout sur une année, c'est la raison pour laquelle je présente juste une année. Mais étant donné que le processus, c'est pour regarder sur plusieurs années, donc ça se répète. Et comme on a parlé au début, c'était le fait que c'était un modèle multi-saison. On reporte juste le même processus sur les autres années. Et donc, à partir de ceci, on observe, étant donné qu'on ne connaît pas les paramètres, on se dit, bon, si on regarde le comportement du parasite lorsqu'on l'ajoute, si on l'ajoute 2 fois, 3 fois ou plus, si le prédateur a une mortalité faible, une mortalité élevée, donc si on prend les hyperparasites, le champignon par exemple qu'on a présenté précédemment, et on rajoute une fois par an, avec sa mortalité faible, on a la quantité qui va diminuer. Et là, il faut préciser, on regarde juste le comportement du prédateur, j'ai bien dit parler des paramètres, on regarde juste le comportement du prédateur, c'est-à-dire on fait allusion au fait qu'il consomme les spores. Donc, on regarde comment déjà le prédateur se comporte pour pouvoir mieux regarder son interaction avec les spores. Donc, on rajoute une quantité de prédateurs qu'on a là, avec une faible mortalité. On voit qu'à la fin de la première année, on a quand même une quantité, on a juste la moitié qui a diminué, donc on a toujours une quantité intéressante. Mais pourtant, si on a une mortalité élevée des prédateurs, on va voir directement qu'on décroît très très vite et on va vers 0. Si on rajoute le prédateur 2 fois, voilà ce que ça fait. On rajoute une moitié au début. Et à la fin, là, on a une quantité. Et lorsqu'on rajoute une autre moitié, on remonte et on diminue. Et si on rajoute le prédateur 3 fois, on a 5 fois, on a ce même processus. Mais ce qu'on peut observer, surtout lorsqu'il y a une mortalité élevée, c'est que ça va très vite vers 0, mais le fait qu'on rajoute une nouvelle quantité nous permet en fait de remonter un peu la quantité des prédateurs qu'on a dans la plantation au courant de l'année. Et si on rajoute le prédateur 50 fois au courant de l'année, on a pratiquement là, dans le cas d'une faible mortalité, une courbe qui croît tout court. Et ici, on a la quantité des prédateurs qui va pratiquement pas vers 0. Ayant ce comportement du prédateur, on va tout simplement regarder à partir de ces paramètres ce qui peut influencer la maladie dans la plantation. Donc, je prends le cas où on a rajouté le prédateur 1 fois par an et 5 fois par an. Et à partir de là, on fait des premières simulations. Premièrement, si on rajoute le prédateur 1 fois par an et en choisissant les paramètres, c'est-à-dire la quantité de prédateurs qu'on rajoute et la façon avec laquelle les prédateurs consomment les spores dans la plantation, on peut tout simplement s'en rendre compte que, premièrement, si on lâche le prédateur qu'une seule fois par an, on arrive à éliminer toutes les branches infectieuses. Et qui veut dire éliminer les branches infectieuses? Ça veut dire éliminer la maladie dans la plantation. Avec ces mêmes paramètres, si on rajoute le prédateur 5 fois, on s'en rend compte que la maladie, on n'arrive pas à éliminer les branches infectieuses. Ça veut tout simplement dire que la maladie persiste encore dans la plantation. Cette observation, en fait, ici, c'est dû au fait que lorsqu'on a une mortalité faible de prédateurs et lorsqu'on va rajouter des quantités, la quantité des prédateurs, lorsqu'on divise cette quantité par 5, lorsqu'on divise cette quantité de prédateurs par 5, parce que j'ai pris le cas où on lâche 5 fois par an, la quantité qu'on rajoute n'est pas du tout suffisante à chaque moment pour réduire la quantité de prédateurs, la quantité de spores qu'on a dans la plantation. Et c'est pour ça qu'on n'a pas l'extinction de la maladie dans le cas où on rajoute 5 fois. Mais si on change la quantité de prédateurs qu'on rajoute et
Avec une mortalité élevée, on observe plutôt là que si on relâche le prédateur une seule fois, on n'arrive pas à éliminer la maladie dans la plantation. Mais pourtant, si on rajoute le prédateur 5 fois, on arrive à éliminer la maladie dans la plantation. Dans ce cas particulier, justement, aussi avec la mortalité élevée, c'est le fait que si on a un prédateur avec une mortalité élevée, la quantité qu'on rajoute une seule fois au début de l'année, la mortalité élevée du prédateur va renvoyer directement toute la quantité de prédateurs qu'on a, V0. Mais pourtant, si on rajoute 5 fois, une fois que la quantité de prédateurs avec la mortalité élevée va aller V0, la nouvelle quantité qu'on va venir ajouter va relever le nombre de prédateurs pour pouvoir contrôler la maladie dans la plantation. Et donc, ce qu'on peut conclure de tout ce qu'on a présenté ici aujourd'hui, c'est le fait qu'on peut utiliser, que le biocontrôle en utilisant les hyperparasites peut complètement détruire ou réduire la rouille orangée dans la plantation. Dans un deuxième cas, on peut dire ce qu'on a présenté là, c'est une approche mathématique de comment éliminer la maladie dans la plantation. Et cette approche, en fait, nous permet nous donne des directions sur comment implémenter ce contrôle sur le terrain. Les prochaines étapes, en fait, avec ce travail qu'on fait, c'est de passer aux études sur le terrain et par la suite voir sur la fabrication de ces produits qui contiennent des hyperparasites. Une conclusion générale, c'est sur le fait que ce travail que j'ai présenté là, c'est une partie importante de mon travail de recherche et tout simplement, c'est un travail qui me permet de réaliser mon rêve d'enfant. Mon rêve, c'est le fait que je travaille où j'arrive à proposer des solutions sur un champignon qui détruit les plantations de caféiers. Et les plantations, c'est ce qui a permis à mes parents de payer mes études, mais aussi qui me permettra d'avoir terminer ma thèse. Je vais terminer en remerciant Inri Accordi pour la bourse qu'ils m'ont accordée pour la thèse. Et je vais continuer les remerciements avec Epitac. Epitac qui est une équipe associée à l'équipe Biocorp, qui est coordonnée par Suzanne Souzo qui est là et Samuel Boron qui est au Cameroun. J'ai débuté des 2 premiers stages avec cette équipe, avec l'équipe associée. Et donc, c'est à partir de cette équipe-là que j'ai fait la rencontre de Suzanne et qu'aujourd'hui, je suis en train de continuer ma thèse et donc je les remercie pour cela. Je vais un peu parler de Epitac. Le but de cette équipe associée de travailler, c'est d'utiliser les outils mathématiques pour étudier l'évolution des maladies tropicaux et pour le cas particulier du Cameroun. Alors, l'approche qu'on utilise dans cette étude, et ce que vous pouvez voir un peu que j'ai présenté dans le travail d'aujourd'hui, ce qu'on cherche d'abord à comprendre l'interaction qu'il y a entre la plante et le parasite qu'on étudie. On identifie les paramètres importants et on prédit l'évolution ou les dommages, par exemple, que le parasite va causer et on va proposer par la suite des méthodes de contrôle adaptées et qui sont efficaces pour éliminer ce champignon-là. Le plus grand défi qu'on a aujourd'hui pour notre travail, c'est de pouvoir collaborer avec les experts qui sont sur le terrain et plus proches surtout, et surtout avec des cultivateurs ou des caféculteurs eux-mêmes. Je vous remercie pour votre attention.